Suite à de nombreuses interrogations de militants de l'UFDG principalement et de sympathisants de Bahouri, la situation de législative en Guinée, l'évolution politique personnelle de M. Bahouri, les rumeurs qui circulent de gauche à droite le concernant, font partie des questions qui m'ont été posées par mes amis et ces militants. Et j'ai décidé de y répondre à cœur ouvert pour apporter mon éclairage sur ma vision de la situation politique guinéenne d'aujourd'hui, sur les perspectives et éclaircir l'opinion sur des rumeurs qui circulent par-ci par-là et qui, la plupart du temps, ce sont des rumeurs qui sont mensongères et qui ne contribuent pas à clarifier le débat politique dans notre pays. Hier, la Cour suprême a validé les résultats provisoires que la CENI lui a proposés. En définitive, comme il fallait s'y attendre, ça marque la victoire de M. Alpha Condé qui se donne une majorité relative pour gouverner l'Assemblée nationale. On peut se poser la question, comment on en est arrivé là? Personnellement, depuis le mois d'avril 2011, j'avais alerté l'opinion nationale et la classe politique guinéenne sur le danger qui consisterait à laisser faire M. Alpha Condé et son gouvernement en tripatouillant l'ensemble du processus électoral. L'indépendance de la CENI a été totalement remise en cause. Le dispositif au niveau des conseillers communaux a été complètement changé, contrairement aux dispositions de la loi en la matière. Du jour au lendemain, l'ensemble des conseillers communaux du pays ont été changés par des délégations spéciales du RPG. Les droits de l'homme ont été systématiquement violés. Le processus électoral proprement dit a été de fond en comble bouleversé. Le fichier électoral qui existait qui a permis à M. Alpha Condé de parvenir au pouvoir en 2010 a été mis de côté au profit d'un autre fichier qui lui permet de se déclarer vainqueur au niveau de ces législatives. La classe politique était avertie. Certains des responsables n'ont pas voulu aller dans le sens de mes préconisations et malheureusement, la situation actuelle montre que l'ensemble de ce processus politique durant ces 3 années a validé les choix essentiels de M. Alpha Condé qui consistent à maintenir et à mettre en place un dispositif autoritaire et pour se donner les pleins pouvoirs dans notre pays. Chacun tirera les conclusions de la situation d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, chaque responsable politique aura des comptes à rendre à la postérité et à l'opinion guinéenne par rapport à des manquements graves dans le sens de la fermeté, de la détermination et de la cohérence par rapport aux choix qui ont été faits. On peut se poser la question, M. Bahouri, pourquoi vous dites que le processus électoral qui a été mis en place a permis à Alpha Condé de valider l'ensemble de ses choix politiques?
Certains vont dire que je suis dur à l'égard de tout le monde. D'autres vont partager le point de vue et j'espère que c'est la majorité de l'opinion guinéenne. Mais fondamentalement, ce processus électoral a permis à M. Alpha Condé, dans un premier temps, de montrer que sa victoire, entre guillemets, aux élections présidentielles a été validée, puisqu'il lui permet de dire le RPG arc-en-ciel à 52% du suffrage de l'électorat guinéen. Donc, son élection présidentielle a été validée en conséquence, ce qui peut lui conférer, aux yeux d'une opinion internationale qui ne connaît pas les dessous de la politique guinéenne, une certaine légitimité. Deuxièmement, en violant systématiquement la constitution du pays, en violant le code électoral, en remettant en cause l'indépendance de la CENI et les dispositions relatives au recensement électoral, grâce à Weimar, M. Alpha Condé s'est confectionné un fichier électoral qui lui a permis déjà de se donner vainqueur pour les législatives et qui confortera sa position pour les présidentielles de 2015. En fin de compte, la classe politique a permis à M. Alpha Condé de gérer son premier mandat et de se donner les moyens légaux de se déclarer vainqueur pour le second mandat présidentiel. En cela, c'est une trahison vis-à-vis de l'attente des populations guinéennes qui, depuis ces 3 dernières années, sombrent dans une désespérance et attendent des changements notables. Mais malheureusement, ils l'ont constaté que ça ne peut pas être avec M. Alpha Condé. Et ce désespoir va s'amplifier encore davantage en constatant que le processus politique guinéen est bloqué puisque l'Assemblée nationale, qui devrait refléter la diversité des opinions guinéennes, cette Assemblée, de ce point de vue, a raté sa mission. Les questions politiques pour changer la gouvernance ne se feront pas au niveau de l'Assemblée nationale. La classe politique, en accompagnant M. Alpha Condé, a perdu dans une certaine mesure sa légitimité et a perdu sa cohérence et sa crédibilité aux yeux d'une opinion qui ne sait plus à quel sens se veut aujourd'hui. Et ce désespoir est ressenti aussi bien par ceux qui militent à l'opposition que par ceux qui ont milité ou qui militent dans le camp de la mouvance présidentielle. Je n'évoque pas les questions de violation systématique des droits de l'homme qui ont accompagné ces 3 dernières années. Uniquement pour l'UFDG, plus de 50 personnes qui ont été tuées dans le cadre de manifestations pacifiques. Je n'oublie pas non plus les tueries de Zogota, les derniers massacres de population en Guinée forestière le 13, 14, 15 juillet 2013. Cette insécurité grandissante en Guinée inquiète et le contexte politique, au lieu d'entrevoir des perspectives de solutions, les perspectives paraissent de plus en plus sombres. À l'issue de ces législatives, j'entends des responsables politiques, non des moindres, notamment le président de l'UFDG, parler de 2015, comme si les présidentielles de 2015 ne sont pas déjà réglées par les législatives de 2013. Je pense qu'on a une obligation de dire la vérité à l'opinion.
et de ne pas mentir à la population pour ne pas continuer à la désespérer davantage. Le fait d'avoir accepté le fichier électoral élaboré par Weimar et Sabari, de facto, permet à M. Alpha Condé de pouvoir se déclarer vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2015. Donc, de ce point de vue, un changement démocratique dans le cadre du maintien de cette dynamique politique n'est pas possible. Donc, c'est l'avenir de la Guinée tout entière qui est complètement piégé. Et en tant que responsable de l'UFDG, je suis comptable de l'avenir des militants et je suis comptable également des sacrifices qui ont été consentis pour que la Guinée, pour une fois, aille de l'avant. Dans ce cadre, je dis qu'il ne faut pas s'attendre à une avancée du processus politique démocratique par le biais de l'agenda politique de M. Alpha Condé. Et je répète que tous ceux qui vont concourir à permettre à M. Alpha Condé de s'agripper davantage au pouvoir auront trahi la confiance de la population guinéenne. Certains responsables politiques, principalement M. Sidia Touré de l'UFR, a compris le danger qui guette toute la classe politique guinéenne, notamment l'opposition démocratique. Et il tente, je ne sais pas s'il pourra le faire, de convaincre les autres responsables de ne pas accepter d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, personnellement, je les encourage à tout mettre en œuvre pour que l'avenir de la Guinée, l'avenir de la démocratie puisse être sauvegardé pour l'intérêt du peuple guinéen tout entier. C'est avec tristesse que je constate que mon pays n'évolue pas. La démocratie est un rêve pour la grande majorité de mes compatriotes. Je suis né avec l'indépendance de la Guinée. Et la Guinée vient de fêter son 55e anniversaire depuis l'indépendance. Les droits de l'homme, une gouvernance vertueuse, un progrès économique, un peuple soudé, uni, sont des rêves pour la grande majorité des Guinéens qui s'exilent, qui sont un peu partout à travers le monde et qui, malheureusement, malgré leur sacrifice, constatent que la situation n'évolue guère. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je me suis toujours dit que je dirai la vérité, je dirai ma vérité à mes compatriotes. J'agirai en conformité avec mes convictions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de rumeurs circulent sur mon compte. Des rumeurs qui sont développées par M. Alpha Condé principalement. D'ailleurs, il y a une qui est la plus fantaisiste, qui, dit-on, Baouri veut faire assassiner le président de l'UFDG. Et de sources bien informées, un haut responsable de la gendarmerie nationale, mandaté par M. Alpha Condé, serait allé dire au président de l'UFDG: vous savez que votre numéro 2,
le premier vice-président du parti veut vous faire assassiner. Dans ce contexte, une liste de jeunes gens, parmi les principaux leaders du mouvement des jeunes dans la commune de Ratama, ont été diffusés par un site très proche du pouvoir, Guinée 24, pour leur dire que ce seront eux, disons, les bras armés de M. Bahouri contre Cellou Dalein. Tout ça, ça me fait rire. Et ça me rend davantage triste pour mon pays parce que ce sont ces romans policiers qui ont été utilisés sous l'Ancien Régime et sous tous les régimes jusqu'à présent d'ailleurs pour écraser, tuer beaucoup de nos compatriotes. Il y a une autre rumeur que M. Alpha Condé diffuse également, comme quoi M. Bahouri est financé par BSGR et qu'il recruterait des agents des rebelles en Guinée-Bissau, en Casamance, ainsi de suite. Je crois que M. Alpha Condé transpose ce qu'il a fait lui-même dans le passé lorsqu'il a été pris en décembre 1998 à Piné, à la frontière entre la Guinée et le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il y a une autre rumeur comme quoi M. Bahouri instrumentalise l'homme d'affaires Diallo Sadek Addi. Je connais très bien M. Diallo Sadek Addi, qui est un homme cultivé, engagé, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, mais qui est révolté également par la gouvernance antidémocratique de M. Alpha Condé et qui est également révolté par l'attitude du président de l'IFDG qui, selon lui, n'assume pas les responsabilités qui sont les siennes, d'une part comme président de l'IFDG et d'autre part comme chef de file de l'opposition. Quoi qu'il en soit, j'assume mes responsabilités, que je sois loin du pays ou à l'intérieur du pays. Les partisans sont en brèche un peu partout à travers le monde. En Guinée, ils se battent dans des conditions très difficiles. Ils exposent leur vie. Ils sont très souvent privés de leur liberté. Et je suis de tout cœur avec eux. À l'extérieur, aujourd'hui, j'encourage les dynamiques de personnes responsables, de groupes de gens qui travaillent, qui préparent l'alternative. C'est-à-dire qui préparent les projets qui permettront à la Guinée demain d'être un pays libéré, un pays où les populations seront réconciliées avec leur histoire et avec eux-mêmes, et un pays qui sera ouvert dans le sens du développement économique et dans le sens du développement social. J'agis dans ce sens. Les menaces, les intimidations ne me détourneront pas de la mission que je me suis donnée et du sens que je me suis également donné à ma vie. Aujourd'hui, je cristallise beaucoup d'adversité sur ma personne. Ça vient du camp du pouvoir, comme ça vient également de ceux qui se prétendent être mes amis politiques. Ça fait partie du fardeau que tout responsable politique désireux de faire avancer son pays doit porter. Ça n'a pas commencé avec moi et ça ne finirait pas avec moi. Mais quoi qu'il en soit, j'assume ma mission et j'assume
ma responsabilité. J'ai été fondateur, ou du moins je suis le fondateur de l'UFDG. Aujourd'hui, je devais me réjouir que l'UFDG ait eu des députés à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas le cas. Parce que le chemin, le rêve que nous portons pour un changement démocratique en Guinée, pour une réconciliation véritable, n'est pas encore là. Et malheureusement, les responsables ou le président de l'UFDG, pour parler plus clairement, lorsqu'il dit c'est lorsqu'il est venu à l'UFDG en 2007 que ce parti est devenu quelque chose, j'ai le regret de le démentir en disant qu'avant 2007, en 2005, pour parler d'élections, les élections communales de 2005, où à ce moment-là il était le Premier ministre, et M. Kiridi Bangoura, l'actuel chef de cabinet de M. Alpha Condé, était ministre de l'Intérieur, l'UFDG avait gagné dans les urnes la commune de Pita, la commune de Dinguiraye, la commune de Télémilé, la commune de Fria, et était dans une position favorable aussi bien à Mamou qu'à Conakry et à Kindia. Conakry, c'était Ratama. Mais malheureusement, dans un contexte de fraude, de bourrage des urnes, en fin de compte, l'UFDG n'a eu que la commune de Dinguiraye. Ça fait partie des faits connus et un examen sérieux et responsable montrerait que l'UFDG était déjà en 2005 dans une dynamique de progression. Cette dynamique de progression a atteint un point important avec la révolte sociale de 2007, où à ce moment-là, beaucoup de jeunes se sont impliqués dans le combat politique pour un changement de l'ordre démocratique ou de l'ordre politique qui présidait à l'époque la Guinée, notamment la gouvernance du général Lansana Conté. En 2007, lorsque M. Sékou-Dalin est venu à l'UFDG, c'était une volonté de notre part de montrer notre capacité d'ouverture, d'éviter l'émiettement des forces politiques et de construire une alternative sérieuse pour que demain, que la Guinée aille de l'avant dans un processus politique de changement en profondeur. C'était le rêve que nous avions à l'époque, le doyen Ba Mamadou et moi-même. Aujourd'hui, je suis triste pour beaucoup de gens, d'autres ne sont plus en vie en ce moment-là, lorsqu'ils entendent comme quoi ils n'étaient rien du tout avant l'arrivée du président actuel de l'UFDG. C'est une insulte à l'histoire, c'est une insulte à la mémoire de beaucoup de gens qui ne sont pas là aujourd'hui pour témoigner. Mais quoi qu'il en soit, la grande majorité des militants de l'UFDG connaissent la vérité et ne manqueront pas de le faire savoir le moment venu. Je suis le fondateur de l'UFDG, je reviens là-dessus. Et j'ai accepté avec mes amis en 2002 d'accueillir le doyen Ba Mamadou qui était complètement abandonné par son parti, l'UPR à l'époque. Et on lui a ouvert les portes de l'UFDG, on en a fait le président de l'UFDG pour rassembler et élargir les bases sociales de l'UFDG à l'époque. En 2007 également, on a fait la même
dynamique en acceptant de recevoir dans un premier temps Dr Saliou Bella, qui voulait être vice-président d'un parti, et nous avons estimé, pour élargir les bases de l'UFDG dans sa région natale, c'est-à-dire l'Abbé, d'offrir à Dr Saliou Bella un poste de vice-président à l'intérieur de l'UFDG. En même temps, M. Cellou Dalein Diallo a montré son intérêt pour l'engagement politique. Il y a eu des mois de tractation, je ne reviendrai pas là-dessus. Et en fin de compte, nous avons accepté de lui confier, avec le mandat populaire qui a été confirmé par les instances de l'UFDG à travers un congrès en 2009, de lui confier la présidence de l'UFDG. Le doyen Bamamadou devenait président d'honneur. On peut se poser la question, pourquoi avons-nous fait ça? Est-ce que nous étions incompétents? Est-ce que nous n'avions pas une ambition et une capacité d'assumer cette ambition pour la Guinée et pour l'UFDG? Nous avions fait ça parce que nous étions convaincus qu'il faut un grand parti politique. Et pour avoir un grand parti politique, il faut rassembler au-delà des limites de l'UFDG de 2002 et de l'UFDG de 2007. Et l'arrivée de M. Cellou Dalein a coïncidé avec une étape historique importante, c'est-à-dire cette crise sociale et cette révolte populaire. Et nous avions pensé qu'avec l'expérience qu'il avait accumulée comme ministre de général Lansana Conté pendant 10 ans et comme Premier ministre, il avait des atouts qui auraient permis de construire un grand parti politique qui serait une institution véritable, qui se serait appuyée sur une gestion rigoureuse du patrimoine du parti, d'une modernisation de sa dynamique pour en faire un outil politique, un instrument politique qui enracinerait de manière durable la démocratie dans notre pays. Malheureusement, j'ai le regret de constater que de ce point de vue, nos espoirs et nos rêves n'ont pas été exaucés. L'élection présidentielle de 2010 n'a pas donné les résultats que nous escomptions. Pourquoi? À ce moment-là, nous n'avions pas compris beaucoup de travers qui ont entravé le chemin de l'UFDG. Par la suite, personnellement, j'ai constaté, j'ai dit et redit que la gestion du parti, telle qu'elle fonctionne avec M. Cellou Dalein, ne convenait pas à une institution démocratique qui doit pérenniser son action et qui doit porter le changement démocratique en Guinée. C'est l'une des raisons de notre divorce. Je constate avec beaucoup de bonheur aujourd'hui que je ne suis pas le seul qui a cette analyse. Un de ses assistants, Barry Mamadou, membre du bureau exécutif, qui était très proche de Cellou Dalein, qui est le neveu de doyen Mamadou, a porté récemment une critique assez profonde et objective de cette gestion et qui montre que le parti, comme je l'ai toujours dit, est caporalisé par un clan et ce clan est un obstacle aujourd'hui à faire de l'UFDG une véritable institution démocratique, un véritable instrument de changement en Guinée. C'est l'une des raisons qui me pousse à dire que le combat pour le changement, ce n'est pas simplement le combat contre Alpha Condé ou contre la gouvernance du régime en place. C'est en interne pour que l'UFDG soit en mesure de porter les fondements qui feront que la Guinée sera démocratique. On ne peut pas
faire de la Guinée un pays démocratique en pensant qu'il suffit d'arriver au pouvoir pour faire les choses telles que ça se doit. Il faut qu'il y ait un instrument, une institution politique démocratique qui peut enclencher et qui peut soutenir, qui peut propulser la construction de la démocratie à l'échelle de la Guinée tout entière. Personnellement, mon action s'oriente dans ce sens et toute entrave à cette dynamique sera contraire à mon attente et à mes convictions. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de militants de l'UFDG sont inquiets du fait qu'ils ne voient pas les résultats de leur sacrifice, inquiets de se dire mais les deux têtes de l'UFDG ne s'entendent pas. Mais je les rassure en leur disant, nous sommes tous de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Nous avons tous notre part dans l'œuvre commune qui est en train de se construire. Mais pour qu'on puisse parvenir à un résultat indispensable et nécessaire pour l'ensemble du pays tout entier, il faut qu'on bâtisse un projet solide dans un cadre cohérent. C'est la raison pour laquelle en interne, il faudrait qu'il n'y ait aucune complaisance qui pourrait détourner l'action collective en faveur d'intérêts clientélistes ou l'intérêt d'un camp au détriment de l'intérêt général. Je suis cohérent avec moi-même. Je suis exigeant pour que, pour une fois, que l'UFDG soit le parti qui permettra de construire la démocratie en Guinée. Mais pour que le parti puisse réussir cette œuvre qui libérera toute la Guinée, il faudrait que d'ores et déjà, en notre sein, que nous fonctionnons conformément à des règles strictes qui privilégient la démocratie, le respect des règles, le respect des statuts et le respect de la délibération collective de l'ensemble des militants et des responsables du parti. C'est la seule manière d'instituer une culture de gouvernance qui permettra à la Guinée de changer et de ne pas être prisonnière à chaque fois d'un dictateur, qu'il soit Peul, Malingué, Soso ou Forestier. Il y va de l'intérêt du pays, il y va de son avenir. Et c'est pour cela, à l'intérieur de l'UFDG, le débat doit être âpre, il doit être constructif, il doit être sans complaisance pour qu'il puisse émerger une équipe dirigeante dont la Guinée rêve depuis plus de 50 ans. Mon action aujourd'hui va dans ce sens. Construire un processus démocratique à l'intérieur de l'UFDG, faire émerger des équipes jeunes capables de prendre en compte les contraintes actuelles de la Guinée et capables de faire la promotion d'idées alternatives pour que demain, au pouvoir, que ces idées puissent changer en profondeur la Guinée. J'en suis conscient, je suis convaincu que nous allons parvenir à ça, malgré les difficultés de la situation actuelle. Et c'est la raison pour laquelle, partout où je vais, j'encourage, je pousse des hommes et des femmes
à s'impliquer en politique, à apporter le meilleur d'eux-mêmes, parce que même s'ils vivent dans des conditions meilleures à l'extérieur, ils ne pourront pas ne pas être profondément attristés et frustrés par la situation déplorable qui sévit en Guinée aujourd'hui. Donc, il faudrait faire émerger des équipes, faire travailler les compétences pour qu'elles concourent à donner un contenu concret à l'alternative démocratique qui est en train de se construire. Je ne suis pas le seul dans cette dynamique. Il y a des bonnes volontés, il y a des initiatives à l'intérieur comme à l'extérieur, mais pour qu'on puisse réussir, il faudrait que les initiatives allant dans le sens de l'intérêt général, allant dans le sens de l'intérêt national, puissent converger sur l'essentiel, puissent aller ensemble pour que les Guinéens, pour une fois, parviennent à vaincre la fatalité qui fait qu'un pays qui en 1958 était promu d'être le pays qui sera la locomotive de l'Afrique, principalement de l'Afrique de l'Ouest, et malheureusement, tant au niveau des indices macroéconomiques qu'au niveau de l'indice du développement humain, qu'au niveau de l'indice de la perception de la corruption, parmi les classements les plus faibles en Afrique, pour ne pas dire du monde. Et ça, c'est une insulte à l'intelligence collective, aux efforts de tous les Guinéens qui peuvent réussir, qui peuvent aller de l'avant. Et c'est cela qu'il faut changer. Nous devons tous ensemble travailler dans cette direction en se disant que pour une fois, on pourra être capable de faire en sorte que notre pays sorte de la situation de désespérance et qu'il puisse rejoindre les pays qui sont dans une dynamique, disons, d'émergence, tant au point de vue de leur économie qu'au point de vue du développement des processus politiques en leur sein. Au point de vue de l'aspect programmatique, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, du travail est en train de se faire et il faudra amplifier ce travail un peu partout pour que demain, que ce travail puisse servir pour l'intérêt du pays tout entier. Mais 2015, faut-il attendre 2015 qui est déjà par rapport à la gouvernance de M. Alpha Condé complètement piégée? Donc c'est 2020? Non. La situation actuelle de la Guinée, elle est certes très difficile, mais il y a des lueurs d'espoir. Il ne faut pas se focaliser sur la gouvernance politique seulement de M. Alpha Condé et croire que la Guinée est condamnée à subir encore pendant des années et des années cette gouvernance anachronique sur le plan économique et antidémocratique. D'ores et déjà, il suffit de regarder la société guinéenne pour se rendre compte que les conditions qui prévalent sont telles que nous sommes comme en 2007, où la population guinéenne, excédée par une malgouvernance endémique, pourra descendre dans la rue et revendiquer des changements en profondeur. J'y travaille et je convie les jeunes et l'ensemble de la population guinéenne à prendre conscience de plus en plus de cette réalité parce qu'il nous faut, pour sauver la Guinée, pour donner une alternative crédible à son évolution, il faut que les jeunes, les femmes, comme en 2007, que l'ensemble de la population guinéenne
revendiquent et protestent pour réclamer plus ardemment, plus bruyamment et plus fort un changement en profondeur dans la gouvernance actuelle. C'est la seule manière, dans ce contexte, de réunifier ou de réconcilier nos espoirs avec notre situation qui est complètement désespérée aujourd'hui. J'ai confiance. Par le passé, la population guinéenne a montré qu'elle est capable de sursaut, et ce sursaut est aujourd'hui plus que nécessaire parce qu'il y va de l'intérêt de la Guinée, il y va de l'intérêt de la sous-région, il y va de l'intérêt d'une dynamique de stabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Donc, chers compatriotes, ne baissons pas les bras. L'avenir n'est pas totalement compromis, mais il faut pour cela que nous nous donnions la main et que nous soyons déterminés et fermes pour faire vivre un changement en profondeur et ne pas accepter de recycler une malgouvernance qui est devenue endémique.